Bonsoir à tous, bonsoir monsieur le recteur. Bonsoir, marhaba bikoum. Shamseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Merci de nous recevoir ici même, à la Grande Mosquée à Paris. Vous avez lancé le 24 août dernier, monsieur le recteur, un appel commun avec le cardinal Vesco, archevêque d'Alger. Dans cet appel, vous dites votre besoin de répondre à la crise algéro-française pour dire haut et fort votre fraternité. D'abord, est-ce que vous pensez que cet appel a été entendu ? Alors avant de vous répondre directement, moi je voudrais vous dire que lorsque nous avons donc écrit cette tribune avec Jean-Paul Vesco, loin de nous l'idée de nous substituer aux hommes politiques. Nous ne faisons pas de politique. Nous avons une particularité, lui et moi, c'est que nous sommes tous les deux binationaux. Lui, il est français et algérien, et moi, je suis algérien et français. Et à ce titre-là, nous avons pensé que dans un moment de crise pareil, lorsque deux peuples sont extrêmement touchés par la crise qui sévit depuis un certain temps, je crois qu'il y avait besoin d'un tout petit peu de fraternité. C'est ce qu'on a voulu rappeler, Jean-Paul et moi, c'est de dire que l'histoire de ces deux peuples, français et algériens, nous avons une histoire, nous avons un passé qui a été extrêmement douloureux du côté algérien depuis 1830, mais en même temps nous avons une grande proximité. D'abord du fait qu'il y a une communauté importante ici depuis très longtemps. Depuis le début du XXe siècle, il y a une population algérienne qui est venue s'installer ici, qui a travaillé dans des conditions extrêmement difficiles et qui fait que cette crise a beaucoup touché la sensibilité des Algériens qui vivent ici en France. Et donc, j'ai considéré qu'il fallait faire cet appel de la fraternité, de se regarder face à face, de pouvoir également se dire les choses et en même temps se rappeler que le pardon fait à la fois de l'Église catholique et de l'islam une des particularités. Est-ce que vous pensez, monsieur le recteur, que les Algériens de France sont en quelque sorte les premières victimes de cette quasi-rupture entre les deux pays ? Alors, je ne voudrais pas faire de classification. Les premières victimes, certainement, Des victimes. ce sont des victimes collatérales d'un problème qui, effectivement, aujourd'hui est d'essence politique. Moi, je pense que la France n'a pas su, je dirais, gérer dès l'indépendance, au lendemain de l'indépendance, avec les accords d'Évian, je pense qu'on n'a pas su, de part et d'autre, mais la France a une grande part de responsabilité, de ne pas avoir su gérer l'après-indépendance de l'Algérie. Et c'est ça aujourd'hui, beaucoup d'incompréhension, et on voit que depuis cette crise, ici, les élans racistes, les déclarations contre les Algériens, c'est-à-dire qu'on est arrivé à faire soi-disant des études très scientifiques où on a dit que la communauté algérienne était celle qui est la mieux intégrée en France. C'est-à-dire que quand j'entends ça, je dirais de journaux sérieux, de personnalités sérieuses qui évoquent de tels propos, c'est indigne. Et c'est là où on voit que vraiment la guerre d'Algérie n'a encore pas, je crois, tiré toutes je dirais les ressentiments, comment dire, ces sentiments qui sont, je dirais, que la France elle a perdu l'Algérie, que l'Algérie aussi se trouve en face de l'ex-puissance coloniale et qu'elle a envie d'avoir des relations d'égal à égal, ce qui est, je pense, normal. Et je crois qu'avec Jean-Paul Vesco, c'était vraiment notre rôle. Alors, est-ce qu'on a été entendu ? Je l'espère. J'ai vu hier que M. Abdelmajid Tebboune a reçu Monseigneur Jean-Paul Vesco. J'étais vraiment très heureux pour cet homme qui est un homme de dialogue, qui est un homme qui est important parce que l'Église catholique a une place en Algérie. Moi, je me rappelle, dès que je suis arrivé comme recteur en janvier 2020, j'ai invité Monseigneur Tessier, qui Ancien était archevêque d'Alger. ancien archevêque d'Alger, qui est lui aussi de nationalité algérienne, qui était professeur d'arabe. J'avais invité à
à venir à la Grande Mosquée de Paris parce que j'avais organisé des séances le mercredi, que j'ai appelé le mercredi du savoir, et c'était, je crois, la deuxième conférence qu'il venait faire ici à la Grande Mosquée de Paris. Et quand il est venu, d'abord quand il a vu la mosquée, il m'a dit, on a l'impression qu'on est à Alger. Il y a une ambiance algéroise, est-ce que c'est vous, monsieur le recteur? Mais vraiment, et en même temps, ce sentiment d'affection, d'amour pour l'Église catholique vis-à-vis de l'Algérie, ça m'a beaucoup touché. Et il était venu me voir, en fait, il avait accepté, alors qu'il était quand même d'un âge très avancé, il m'avait dit, est-ce que l'ambassadeur d'Algérie sera présent à cette conférence? Et en fait, à l'époque, c'était Mohamed Salah Lebdioui qui était ambassadeur et qui est venu, qui l'a rencontré. Et vous savez ce qu'il lui a demandé, Monseigneur Tessier? Vous savez, monsieur l'ambassadeur, il me reste quelques temps à vivre. Je suis d'un âge très avancé. Mon rêve, c'est d'aller terminer mes vieux jours et de mourir et d'être enterré en Algérie. Et pendant la conférence, l'ambassadeur d'Algérie a pris toutes les dispositions et à la fin de la conférence, il lui a annoncé, ça y est, on vous annonce la bonne nouvelle, c'était donc mercredi, vous prenez l'avion vendredi pour aller à Alger. Et donc, Monseigneur Tessier était un peu, avec la rapidité, l'ambassadeur d'Algérie à Paris, qui a un pouvoir énorme. Et en fait, malheureusement, ça n'a pas pu se faire, puisque le lendemain, c'était un jeudi, l'Algérie a décidé de fermer ses frontières en raison de la maladie, de l'époque de la pandémie du Covid. Alors, on l'a dit, le 22 septembre, le cardinal Vesco a été reçu par le président de la République. Quelques semaines après votre appel commun, est-ce que c'est une manière pour vous de rapprocher les points de vue aujourd'hui entre l'Algérie et la France ? Personnellement, je ne cherche pas à rapprocher les points de vue, je cherche à faire en sorte que d'abord ils se parlent, les deux États, les deux chefs d'État puissent se parler, et puis très modestement, j'essaye de transmettre les messages les plus clairs possibles pour qu'il n'y ait pas à la fois de sous-entendus, d'ambiguïté, d'incompréhension, parce que nous sommes vraiment à un moment charnière de notre relation entre l'Algérie et la France. Moi, avant même d'être recteur, j'ai toujours plaidé pour un accord stratégique entre les deux pays, la France et l'Algérie, à l'instar de ce qu'a fait l'Allemagne et la France. Et moi, je souhaitais que l'Algérie soit vraiment la porte d'entrée pour la France en Afrique sur le plan économique. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes, qu'on le veuille ou pas, l'Algérie est le premier, après la France, le premier pays francophone au monde. Je rappelle la citation de Kateb Yassine qui disait que la langue française est un butin de guerre. Au-delà de cet aspect, Kateb Yassine était, je dirais, avait fait cette déclaration juste après l'indépendance, mais aujourd'hui, oui, la langue française reste une langue importante en Algérie. Et pourquoi ne pas continuer à essayer, je dirais, de tisser des relations? Et moi, je pense que ces relations, elles peuvent être vraiment, pour les deux pays, comme on dit aujourd'hui, on est win-win, c'est-à-dire on est gagnant tous les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays qui va gagner plus que l'autre. Certains observateurs parlent de gâchis. Est-ce que vous utiliserez le mot gâchis concernant la relation algéro-française ? Moi, je suis triste. Je suis vraiment triste d'avoir vu, alors que je suis vraiment témoin que le président Abdelmadjid Tebboune, dès son arrivée à la tête de l'État algérien, a voulu véritablement à la fois avoir une relation extrêmement, je dirais, claire, simple avec la France. Nous sommes deux partenaires. Nous ne sommes plus deux nations, l'une colonisateur et l'une colonisée. Il voulait vraiment développer et il a beaucoup cru, je dirais, dans la parole du président Macron. Le président Macron aussi a fait des déclarations importantes. Alors qu'il était candidat, quand il est devenu président, moi j'ai vu l'affection. Vous savez, quand je parle avec le président Macron, il dit « notre grand frère Abdelmadjid » en me parlant à moi. Une fois même, j'avais sursauté quand il me disait « je te regarde et je pense à mon frère Abdelmadjid ». Je me suis dit... Quand on vous regarde, on pense au président algérien. Est-ce que vous considérez que c'est le message qu'on veut passer ? Lui me l'a dit. Après, si vous voulez, on est dans un moment
de relations personnelles entre le président Macron et moi, mais je crois qu'il y avait véritablement une vraie affection du président Macron à l'égard du président Abdelmadjid Tebboune. Et je le comprends. Le président algérien a effectivement tout fait pour que cette relation entre la France et l'Algérie soit une relation apaisée, soit une relation, encore une fois, de deux pays, de deux grands pays, l'un qui est le plus grand pays d'Afrique et la France, qui est un pays industrialisé, qui a une proximité. Nous sommes à Marseille-Alger à 1 heure. Nous avons regardé aujourd'hui le nombre d'avions qui décollent uniquement de Paris à Alger, c'est-à-dire qu'il y a une relation intense. Culturellement, je sais très bien que aujourd'hui, beaucoup d'Algériens regardent ce qui se passe en France. Comme les Français regardent ce qui se passe en Algérie. On a envie de développer le tourisme. Moi, j'ai de nombreux Français qui voudraient aller faire du tourisme en Algérie, aller s'accaparer de la culture algérienne parce qu'ils savent, vous savez, tous les Français, je pense que vous avez autour de vous, et je pense qu'on peut interroger n'importe quel Algérien qui a des amis français qui sont partis en Algérie, ils reviennent subjugués par ce pays, par la beauté du paysage, par la gentillesse des Algériens, leur hospitalité. Vous savez, on va parler de Patrick Bruel. Patrick Bruel m'a avoué que lorsqu'il se promenait avec sa mère dans les rues d'Alger, et puis quand il est parti à Tlemcen, il était interpellé par des gamins qui lui disaient « Patrick, tu es chez toi ». Donc, si vous voulez, c'est toute cette chaleur humaine, et je crois qu'il est, pour moi, c'est important de connaître le peuple algérien, de connaître cette chaleur, son hospitalité, sa spontanéité. Il peut vous aimer, et il vous aimera de manière un peu rude, mais c'est sincère ce que l'Algérien peut Vous avez parlé, monsieur le recteur, de confiance entre les deux pays et les deux présidents. Est-ce que vous considérez que cette confiance a été rompue après la décision d'Emmanuel Macron du 30 juillet 2024 concernant le Sahara occidental? Écoutez, c'est un sentiment. L'erreur vient-elle de là? Alors, je vous me posez la question et j'aurai la courtoisie de vous répondre, mais c'est mon analyse personnelle. Moi, je ne pense pas que c'est la déclaration simple du mois de juillet 2024. Vous savez, le président Macron a fait énormément de promesses au président algérien, promesses qui n'ont pas été tenues. Et donc, le président algérien s'est beaucoup agacé de cela. Et il le disait à son ami Emmanuel Macron. Et donc, c'est un secret de polichinelle. Donc, est venu bien évidemment s'ajouter un certain nombre d'éléments qui ont fait qu'effectivement, la situation et la déclaration notamment du président Macron sur la marocanité du Sahara a beaucoup irrité le président Tebboune. Et en fait, c'est là où il a compris qu'il ne pouvait plus rien faire avec le président Macron. Donc oui, ça a été une rupture, mais ce n'était pas la raison simplement, c'était une succession de raisons. Et en fait, celle-là, c'était, je dirais, le point final qui a scellé, je dirais, la rupture. Est-ce que vous avez l'impression d'être aujourd'hui le dernier espoir dans l'apaisement des relations? Est-ce que vous ressentez ce fardeau? Non, pas du tout. Ou cette responsabilité? Non, parce que dernier espoir, ça veut dire que je suis pessimiste. Moi, je suis un éternel optimiste. C'est pour ça que j'interviens beaucoup dans cette affaire, parce que je pense que nous devons tout essayer. Nous devons tout essayer. Le président Abdelmadjid Tebboune a tout fait pour, je dirais, normaliser cette relation entre l'Algérie et la France. Il y a eu des couacs, il y a eu des incompréhensions. Et donc, nous qui sommes ici et en Algérie, on essaye. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup d'hommes et de femmes ont essayé, chacun à sa manière, chacun avec succès ou pas, d'essayer parce qu'on y croit. On croit en cette relation, en ce partenariat exceptionnel. Rappelez-vous simplement de la rencontre à Alger, de l'accord d'Alger, cette complicité qu'on voyait entre les deux chefs d'État. Moi, je voyais, puisque vous parlez du G7 à Bari, je rappelle simplement que dès que le président Tebboune est arrivé à Bari en Italie, le premier personnage qu'il a rencontré, c'était le président Macron, qui a été c'est ce jour-là qu'il a informé qu'il allait reconnaître la marocanité du Sahara. Pas tout de suite, mais si vous voulez, moi je vous parle de cette complicité qu'il y avait entre eux à Alger. Moi je me rappelle que l'ambassadeur de France me racontait comment il voyait les deux hommes se regarder, se comprenaient, échanger ne serait-ce que par regard.
Et on voyait qu'il y avait vraiment quelque chose. Donc ça fait partie de l'histoire. J'ai été un des témoins de cette histoire. C'est pour moi encore, parce que je crois je dirais, aux capacités du président algérien qui peut aujourd'hui faire table rase. Il l'a fait. Rappelez-vous qu'il ne voulait pas s'entretenir avec le président Macron, mais quand il a vu que la situation commençait à être difficile, il a pris son téléphone et il appelait directement le président Macron. Et il avait fait une interview à des confrères à vous dans laquelle il avait dit que de toutes les manières, pour moi, le seul personnage qui est important à mes yeux en France, c'est le président Macron. Et c'est de là où Jean-Noël Barrot est descendu à Alger. Donc on voit que le président Abdelmadjid Tebboune a encore cette capacité de pouvoir vraiment relier, plutôt reconstruire le lien avec le président Macron. En Algérie, on considère que le ministre français de l'Intérieur est un point de discorde dans le développement des relations, dans le processus d'évolution de la relation algéro-française. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème Retailleau? Écoutez, si on lit la Constitution française, c'est le président de la République qui est le seul responsable de la politique étrangère de la France. Et il la met en œuvre, ce président de la République, qui a été élu, je vous rappelle, au suffrage universel, et lui fait exécuter sa politique par le ministre des Affaires étrangères. Donc, je ne crois pas aujourd'hui que nous soyons dans cette problématique. Je pense qu'il y a eu à un moment donné des déclarations, des actions qui ont été faites par le ministre de l'Intérieur. De l'autre côté de la Méditerranée, on a répondu, notamment sur le plan du droit, parce que les relations entre les deux pays sont également dictées par le droit. Et on a rappelé que les OQTF, qu'un certain nombre d'actions qui avaient été menées par le ministre de l'Intérieur devaient être menées dans un cadre légal. Donc, après qu'il y ait une fixation, je dirais, sur le ministre de l'Intérieur, mais moi je pense que la preuve en est, c'est que le président de la République a donné des instructions par écrit à son Premier ministre, son ex-Premier ministre François Bayrou, pour lui dire de durcir le ton avec l'Algérie. Je trouve que ce type de déclaration n'apporte rien. Ça veut dire quoi, durcir le ton? Ça ne fait qu'envenimer une situation, ça ne fait qu'empirer la crise. Et je pense que de part et d'autre, si on veut véritablement aboutir à cette sortie de crise que beaucoup de gens appellent de leur vœu, moi je crois que des déclarations pareilles ne sont pas nécessaires. Comment sont vos relations aujourd'hui avec le ministre de l'Intérieur en France, qui est votre ministre de tutelle, qui est également le ministre des cultes? Est-ce que ça se passe bien ou est-ce que la relation est beaucoup plus compliquée? Alors d'abord, ce n'est pas mon ministre de tutelle. C'est le ministre chargé des cultes. Il a effectivement, et c'est un peu une exception française, puisque nous sommes dans un État laïque, de la séparation entre l'État et l'Église, mais effectivement, il y a un bureau central des cultes. Donc, mon interlocuteur, je dirais, régulier, c'est le bureau central des cultes. Et je dois, pour vos téléspectateurs, préciser une chose. C'est que la Grande Mosquée de Paris, depuis 1982, reçoit des imams d'Algérie qui viennent ici pour pallier l'insuffisance d'imams en France. Jusqu'à décembre 2023, il y avait 120 imams, donc fonctionnaires de l'État algérien, qui étaient dirigés par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf à la Grande Mosquée de Paris. Donc ça nous a créé une relation, je dirais, puisque le bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur, avec le ministère des Affaires religieuses, ils établissent la liste de ces imams, ils voient quel est leur niveau, notamment de langue française, etc., pour organiser, je dirais, matériellement la venue des imams, leur séjour ici en France, etc., etc. Donc ça, c'est la première relation où la Grande Mosquée de Paris doit, je dirais, parler avec le bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur. Deuxièmement, depuis 1982, il a été décidé, les deux pays, donc les autorités des deux pays, que l'Algérie allait accorder une subvention annuelle à la Grande Mosquée de Paris, qui à ce jour
est toujours d'actualité. Donc nous avons deux liens, la Grande Mosquée de Paris avec l'Algérie, et qui passent par le Bureau central des cultes, puisque maintenant nous devons faire des déclarations en tant que mosquée française lorsque nous recevons de l'argent de l'extérieur. Premier élément. Et deuxièmement, les imams donc détachés. Alors, pour vous dire que oui, quand il est arrivé à Place Beauvau, M. Rotaillot m'a accusé d'être un ambassadeur bis d'Algérie. Ce que j'ai rétorqué en lui disant qu'il essayait de réduire ma fonction à une fonction d'ambassadeur. Je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris. Un ambassadeur d'Algérie notamment, il y a suffisamment d'ambassadeurs, il y a suffisamment de compétences. On le voit aujourd'hui avec notre ambassadeur à New York. Nous avons toujours été très fiers d'avoir une diplomatie extrêmement active sur tous les fronts pour montrer cette Algérie après la colonisation. Donc, ça a été un peu difficile au départ, hein, je le reconnais, mais je vous rappelle également, et je sais que vous êtes un observateur extrêmement vigilant, vous savez que lorsque j'ai reçu ici la famille d'Aboubacar Cissé, ce jeune qui a été lâchement assassiné dans une mosquée, la famille souhaitait qu'il y ait ici une prière sur la dépouille et Bruno Retailleau est venu. Parce qu'une famille, la famille a été reçue tardivement par le ministre de l'Intérieur, il faut le préciser. Elle n'a pas été reçue par le ministre de l'Intérieur, devait être reçue par le ministre de l'Intérieur. Et en fait, avec la famille, nous avons décidé d'un recueillement ici de la communauté donc, de Aboubacar Cissé. Et le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il a appris que la dépouille allait passer par la Grande Mosquée de Paris, il est venu ici, il devait rencontrer la famille Aboubacar Cissé, mais moi je dois reconnaître que je l'ai vu se recueillir sur cette dépouille. Et voilà, donc notre relation est une relation ni plus ni moins celle d'un ministre de l'Intérieur avec un responsable d'une mosquée en France. Monsieur le recteur, depuis le 7 octobre 2023, le monde a changé, avec notamment ce génocide assuré dans la bande de Gaza. Est-ce que vous avez l'impression que la vie de la communauté musulmane en France a aussi été impactée depuis le 7 octobre 2023 ? Alors écoutez, d'abord, la communauté musulmane est minoritaire en France. L'islam est minoritaire, même si aujourd'hui on considère que l'islam est la deuxième religion de France par le nombre. Si vous voulez, ici à la Grande Mosquée de Paris, nous sommes un réceptacle, je dirais, de la vie, du sentiment des musulmans de France de manière générale. On a une proximité et on a vu tout de suite que, effectivement, ce qui s'est passé le 7 octobre a énormément touché les musulmans de France. Surtout qu'à l'époque, hein, je vous rappelle que les personnes qui voulaient faire des manifestations au profit de la population de Gaza, de la Palestine, étaient sèchement réprimées ici en France. Il y avait... Et partout en Europe aussi. Mais ici en France, et donc... Moi, les manifestations étaient interdites. Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur. Bien sûr. Et à ce titre-là, moi j'en ai parlé, puisque vous citez Gérald Darmanin, j'en ai parlé avec lui. Il était venu ici me rendre visite à l'occasion du 11 novembre donc 2023, et moi je l'ai interpellé en lui disant que je ne comprenais pas pourquoi, ici en France, alors qu'il y a une liberté de manifester, pourquoi aujourd'hui on poursuivait judiciairement pour apologie du terrorisme des personnes, quelles qu'elles soient, qui voulaient montrer leur attachement au peuple de Gaza, partager cette souffrance, cette douleur et cette tristesse. Donc moi j'avais fait ce travail là-dessus, et ici à la mosquée, pendant les prêches du vendredi, nous avons, depuis le 7 octobre à ce jour, nous avons soutenu le peuple palestinien, nous avons fait des invocations, des doigts pour ce peuple maltraité qui s'est trouvé dans des situations extrêmement difficiles à ce jour. Et donc, nous avons fait
notre job, mais je pense que la communauté musulmane a pu s'exprimer, a pu passer ces messages, puisqu'on l'a vu au fur et à mesure, depuis le 7 octobre 2023, je dirais une communauté qui était extrêmement touchée, mais qui a dit à voix haute ce qu'elle ressentait par rapport au 7 octobre. Le 8 août 2025, le journal français Le Parisien publie une enquête qui vous concerne. Vous y avez partiellement contribué. Il y a certaines déclarations de vous, mais pas que. Et toujours ce titre d'ambassadeur secret, cette fois-ci d'Algérie à Paris. Pourquoi est-ce que ce titre vous est collé? Mais en quelque sorte, ce n'est pas si mal, monsieur le recteur, d'être accusé d'être l'ambassadeur d'Algérie. Mais dans ce cas précis, c'est fait de manière, on peut le dire, péjorative. Écoutez, la mosquée de Paris, depuis sa création, tous les recteurs qui se sont succédés ont joué un rôle. D'abord un rôle de rapprochement entre la France et l'Algérie. Toujours, toujours, toujours. Je suis le 7e recteur et vous prenez chaque recteur avant moi, tous ont joué un rôle très politique. Et moi, je l'ai joué depuis mon arrivée jusqu'à la crise entre l'Algérie et la France. Donc pendant toute la période où tout allait bien entre les deux pays, je n'ai pas été traité d'ambassadeur bis. Et bien évidemment, comme vous le dites, c'est un honneur pour moi d'être considéré comme un ambassadeur d'Algérie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Surtout en l'absence d'un ambassadeur aussi. Mais en même temps, je ne veux pas me substituer à l'ambassadeur d'Algérie. Je suis responsable d'une mosquée. Mais ceux qui, si vous voulez, m'affublent de cette fonction, même si elle est extrêmement digne, je pense qu'ils veulent réduire, je dirais, mes actions. Parce que je vois les critiques qui sont faites, mais de quoi ils se mêlent et pourquoi ils devraient s'occuper de la salle de prière et de la salle d'ablution. Non. La mosquée de Paris, comme dans l'histoire de l'islam, si on reprend tous les 14 siècles depuis la révélation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir que les mosquées ont toujours été un lieu jama, ijma. Ils rassemblent. Ils rassemblent. Moi, si vous voulez, les fidèles, ils n'ont pas besoin de moi. Moi, ma seule obligation, mais elle est très importante, c'est qu'il y ait pour le fidèle une salle de prière digne de ce nom, avec une salle d'ablution et un imam qui puisse, je dirais, répondre à leurs sollicitations. Mais le reste, on voit bien ici, regardez cette architecture. De l'autre côté, il y a une grande salle, la salle Émir Abdelkader, qui est une salle d'honneur qui a reçu tous les chefs d'État. On dit souvent, monsieur le recteur, que ce poste très important de recteur de la Grande Mosquée a longtemps été convoité par le Maroc. D'ailleurs, on cite même cet échange entre le roi Hassan II et l'ancien président Chirac, qui voulait absolument avoir le poste de recteur ou de vice-recteur. Pourquoi est-ce que votre poste aujourd'hui, cette fonction, est-elle aussi convoitée? Parce que c'est un poste important, la mosquée. D'abord, vous savez, c'est la seule mosquée en Europe qui a été construite, je dirais, du fait du sang versé par les musulmans sur cette terre d'Europe pour la France. Aucune autre mosquée n'a eu cette Monsieur Benrabret a joué un rôle important. Bien sûr. C'est un parent de l'ancien ministre de l'Éducation en Algérie. Il est né à Sidi Bel Abbas, il était interprète judiciaire, c'était un très haut diplomate, une personnalité importante à l'époque, et regardez ce qu'il a construit. Donc, si vous voulez, c'est tout à son honneur. Alors, le Maroc, pas que, beaucoup de pays ont considéré qu'ils avaient, je dirais, un droit de regard, voire même un droit de propriété sur la mosquée. Vous savez, il faut revenir, comme je disais tout à l'heure, à la loi. Si vous voulez, je suis à la tête d'une association qui a été créée en 1917, la Société des Abous et Lieux Saints d'Islam. J'en suis aujourd'hui le président. C'est elle qui est propriétaire de cet édifice. Et les membres de la Société des Abous, c'est eux qui m'ont élu. Donc, s'il y a des contestations, s'il y a des critiques à faire, si vous voulez, nous pouvons, et c'est ce que j'ai dit lorsque je suis arrivé à la tête de la Grande Mosquée de Paris, là aussi, j'ai fait l'objet de beaucoup d'attaques.
Et j'ai dit tout simplement pour que ceux qui ne sont pas contents se retrouvent devant les tribunaux. Si on met de côté, bien sûr, la relation entre les deux pays, la Grande Mosquée, il y a aussi si on peut dire, le grand morceau de l'islamophobie que vous dénoncez souvent. Vous avez dénoncé récemment l'appellation de langue musulmane, voire islamiste, récemment utilisée en France. Est-ce que vous pensez que c'est un nouveau palier franchi dans l'islamophobie en France? Écoutez, malheureusement, on s'imaginait que ça allait s'arrêter, qu'on allait à un moment donné arriver, je dirais, au seuil maximum de cette, je dirais, infraction, parce que c'est un délit d'attaquer comme ça des personnes du fait de leur confession, de leur appartenance religieuse. Malheureusement, aujourd'hui, et le 7 octobre je dirais, a libéré beaucoup la parole, et il est important pour la Grande Mosquée de Paris de défendre les musulmans de France. C'est pour cela que j'ai commandé à l'Institut de sondage IFOP une étude qui a montré véritablement, je dirais, cette islamophobie qui est Elle dit quoi extrêmement... exactement cette étude, monsieur le recteur? Elle dit qu'un musulman sur deux, ces 5 dernières années, a été attaqué. Moi-même, j'ai fait l'objet d'attaques islamophobes parce que on sait que je suis musulman. Et aujourd'hui, de nombreux musulmans, de nombreuses mosquées, vous savez, l'histoire des 9 têtes de cochon, Oui. qui a été très médiatisée, qu'on avait dit que c'était la main étrangère et on avait fixé des gens d'Europe de l'Est, etc. Mais juste après, il y a eu encore 2 jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, regardez les chaînes de télévision. Hier encore, j'étais obligé de réagir et je vais saisir l'Arcom parce qu'une journaliste qui est considérée comme quelqu'un de tout à fait... C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'extrême droite, la droite extrême, c'était eux qui s'accaparaient de ce type de discours. Vous savez, il y a eu, je dirais, un dérapage sémantique depuis le début du XXe siècle. C'était les Bicos, les Bougnols, les Arabes, et puis après les Maghrébins. Et puis, au fur et à mesure, et vraiment, je dirais, l'attaque envers les musulmans a commencé début des années 90. Le mot islamophobie est au cœur de nombreuses polémiques. L'ancien Premier ministre français, François Bayrou, était, je pense, le premier de l'histoire et le seul jusqu'à maintenant à avoir utilisé ce mot. Mais il me semble que ce mot vous dérange un peu parce que vous avez mis sur la table un autre nouveau mot, c'est celui de musulmanophobie. Certaines personnes disent que vous faites une concession envers ceux qui ne veulent pas utiliser le mot islamophobie. Alors pourquoi avoir inventé ce nouveau mot, monsieur le recteur, musulmanophobie? Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle d'islamophobie, lorsque le recteur de la Grande Mosquée de Paris signale un acte d'islamophobie, on lui dit, mais écoutez, l'islamophobie, ça englobe à la fois la critique de l'islam et des musulmans, ce qui n'est pas faux. Moi, j'ai voulu, à un moment donné, inventer un autre mot. Allez-y, en exclusivité. C'était la haine et la discrimination anti-musulmane. La haine, parce que c'est plus fort que la discrimination. Je vous discrimine, mais je vous hais, c'est quand même un sentiment très fort. Mais la haine n'a pas de qualification juridique. Je vous hais, point à la ligne. Par contre, si je vous discrimine, il y a une qualification juridique. Malheureusement, c'est trop long. La haine et la discrimination anti-musulmane. Et en fait, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que quand on n'a pas un mot pour qualifier un acte délictueux, ça veut dire qu'il n'existe pas, cet acte. Et donc aujourd'hui, quand je dis islamophobie, ça déplaît au pouvoir public. Quand je dis haine et discrimination anti-musulmane, la communauté musulmane, elle me dit oui, mais enfin, c'est trop peu, alors qu'il s'agit d'un acte extrêmement grave. Ben, chiche, on a essayé d'imaginer ce terme de musulmanophobie qui est en fait l'attaque contre le musulman, contre ses biens, c'est-à-dire sa mosquée, sa maison, etc. L'essentiel, c'est de trouver un mot qui puisse à la fois être acceptable devant les tribunaux
qui ne soit pas rejeté par les pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics, qu'on le veuille ou pas, ce sont nos interlocuteurs. Ce n'est pas une question, moi je ne suis pas un syndicat, je ne suis pas ici pour faire de la contestation pour la contestation, ce n'est pas mon rôle. Il peut y avoir des associations, c'est-à-dire que là aussi la difficulté de mon poste de recteur, c'est que, en fait, oui, il m'arrive d'aller sur des terrains parce que nous n'avons pas d'association, nous n'avons pas de personnes qui, je dirais, soulèvent l'étendard. Moi, je suis sur le 17 octobre, je suis un peu partout sur ces questions. S'il y avait des associations qui se spécialisaient dans ces questions, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'association, je dirais, suffisamment fiable parce qu'il y a des lois. Quand vous, en tant que personne, vous êtes attaqué, il y a des textes qui prévoient votre protection juridique. Mais lorsque vous allez défendre un groupe d'individus qui partagent, je dirais, une conviction qui est la vôtre, quelle qu'elle soit, votre appartenance, minoritaire ou pas, c'est plus difficile de le faire. Vous savez que la Société des Habous, la Grande Mosquée de Paris, a engagé plusieurs procédures. Nous étions la seule institution dont les tribunes retenaient la recevabilité parce que nous sommes aujourd'hui centenaires. Et dans les statuts de la Grande Mosquée de Paris, il y a la défense de la dignité des musulmans. Donc oui, ça nous donne une légitimité. Mais en même temps, aujourd'hui, pour aller devant les tribunaux, vous savez, ici, vous êtes journaliste, la liberté d'expression, la loi donc, de 1881 sur la loi sur la presse, comme on l'appelle, on ne peut pas, comme ça, demain, chercher à vous bâillonner parce que votre travail, c'est cette liberté d'expression. Et donc, nous avons, je dirais, cette difficulté. Donc, moi, je ne veux pas en rajouter. Je veux surtout, aujourd'hui, que les personnes qui détestent les musulmans, qui mènent des actions, voire violentes, contre les musulmans, je veux qu'ils soient poursuivis, quel que soit le mot. Monsieur le recteur, on parle souvent d'un islam de France. En quoi l'islam de France est-il différent de l'islam d'Algérie ? Non, attendez, ça a été un slogan qui a été utilisé parce qu'on voulait donner notamment une par l'ancien président Nicolas Sarkozy. C'est lui le premier, quand il était ministre de l'Intérieur, il disait on ne parle pas d'islam en France, on parle d'islam de France. Ça, c'était un slogan politique. Il n'y a pas d'islam de France. Il n'y a pas d'islam de France, il y a l'islam tout court. Mais moi, j'apporte une petite précision en parlant de l'islam algérien. Pour moi, l'islam algérien, c'est celui qui m'a bercé, je dirais, dans mon enfance. J'aime cet islam parce que c'est un islam, je dirais, qui a des valeurs réelles des hommes de la terre, la fraternité, la solidarité. Là où vous allez en Algérie, comme on dit, on est musulman sans le savoir pratiquement parce que on part sur des principes et des valeurs fondamentales et universelles. Et quand j'ai fait des déclarations en disant que l'islam algérien était celui qui était le plus adapté à la réalité de la France. Parce que j'ai vu les imams qui étaient envoyés par l'Algérie, comment ils ont exercé, parce qu'on oublie. Et moi, j'aimerais qu'un jour, vraiment, Monsieur Draghni, je vous insiste à vous et à vos confrères journalistes algériens, de vous intéresser aux imams qui ont travaillé ici, avec abnégation, avec vraiment, ils étaient les ambassadeurs. C'est eux qui sont les ambassadeurs d'Algérie, c'est pas moi. Mais en même temps, c'était les ambassadeurs de notre religion. Ils l'ont fait avec énormément d'abnégation, avec énormément d'humilité, ce qui est une des particularités de notre religion. Ils n'ont pas été le crier sur les toits, mais en tout état de cause. Et c'est là où on voit, pour en revenir dans la relation entre l'Algérie et la France, cette relation vertueuse. Moi, j'aimerais poser une question. Pourquoi les autorités algériennes ont si généreusement envoyé des imams, 120 imams, vous imaginez le budget que ça coûte avec ce budget qu'ils accordent à la Grande Mosquée de Paris. Quel est l'intérêt de l'Algérie ? C'est un intérêt stratégique. Quand on dit que la Mosquée de Paris, c'est l'influence algérienne, pourquoi moi je demande à ce que la direction de la mosquée soit sur Alger ? Enfin, il faut arrêter d'imaginer, mais c'est ça qui... Moi, je considère, alors vous avez parlé de cet article, c'est pas dans le Parisien, c'est dans Libé, c'est qu'on voit les musulmans encore sous, je dirais, une façon néocoloniale. On ne peut pas s'exprimer.
on ne peut pas avoir les moyens. Les attaques dont j'ai été l'objet quand le président Abdelmadjid Tebboune a décidé de confier la certification halal à la Grande Mosquée de Paris. Regardez les vagues que ça a suscité. Alors que nous sommes dans un État laïque où l'État ne subventionne pas le culte, et notamment le culte musulman. Comment vous voulez que moi, je puisse subventionner cette mosquée? Aller chercher des subventions, c'est une infraction que j'ai commise. Vous êtes recteur de la Grande Mosquée de Paris, dans un pays effectivement laïque. Est-ce que vous comprenez que ce principe de laïcité soit encore malmené, par exemple en Algérie, et qu'on l'oppose systématiquement à l'islam? Oui, parce que la laïcité n'a pas vraiment de traduction en langue arabe. Parce que parfois, quand on veut insulter quelqu'un en Algérie, on dit c'est un laïc. Oui. Elle a El-Mania, mais ce n'est pas exactement la traduction. Moi, je vais vous dire, c'est-à-dire que en Algérie, on considère que la laïcité, ça s'approche plutôt de l'athéisme. L'apostasie. Absolument. Alors que ce n'est pas vrai. Et moi, je suis témoin, c'est que la laïcité a permis la construction de cette mosquée. Elle a permis la construction de plus de 2700 lieux de culte aujourd'hui en France. La plupart des mosquées, des salles de prière qui ont été érigées, c'est depuis les années 90. S'il y avait eu la laïcité, n'avait pas eu la laïcité, moi je n'aurais pas été élu par l'association qui est propriétaire de la Grande Mosquée de Paris. Je le dis sous une forme de boutade, c'est l'archevêque de Paris qui m'aurait nommé, puisque l'Église catholique, on rappelle quand même que la France est la fille aînée de l'Église. Alors que là, moi, j'ai assisté à des réunions où je voyais comment l'administration traitait l'archevêque de Paris ou le président de la Conférence des évêques de France. C'est-à-dire de la même manière que moi ou de la même manière que le protestant ou le juif, etc. C'est ça la réalité. Donc moi, je dis que la laïcité a été une chance pour nous. Alors, bien évidemment, on est... vous savez, c'est ce que je dis aux imams. Quand vous êtes sur le minbar, vous avez une liberté totale de vous exprimer à quelqu'un qui vient vous surveiller. Si on était dans un État autre que la laïcité, qu'un État laïque, l'imam, avant de monter sur le minbar, il va soumettre son prêche. Alors que là, personne ne vient surveiller ou vérifier ce qu'il dit. Bien évidemment que si, pendant son prêche, il commet une incitation à la haine, c'est répréhensible, il sera poursuivi. Donc, voilà ce qu'est la laïcité réellement. Je suis en train de faire avec les imams un livre sur la laïcité pour essayer d'expliquer cette relation, parce qu'effectivement, c'est une relation malsaine. Un pays musulman peut-il être laïque en même temps, monsieur le recteur? La Turquie. C'est quasiment le seul exemple qu'on peut citer. Moi, j'ai parlé avec la Malaisie et l'Indonésie. Ils vous disent que vous avez récemment reçu le Premier ministre. Oui. Donc, vous savez, bien évidemment que l'Algérie, en prenant l'exemple que nous connaissons le mieux, l'Algérie, c'est un pays musulman. Bien évidemment, le ministère des Affaires religieuses, mais enfin, les autres cultes peuvent, je dirais, exercer. C'est-à-dire que, la preuve, parlons de Monseigneur Vesco. Il est reçu par le chef de l'État. Est-ce que... qu'il a naturalisé en février 2024. Mais si vous voulez, Notre-Dame d'Afrique, est-ce qu'on l'ouvre et on la ferme au bon vouloir de ce que veulent les pouvoirs publics algériens? Donc on est quelque part de fait dans un esprit, je dirais, qu'est-ce que cela veut dire la laïcité? La laïcité, aujourd'hui, elle a été utilisée d'abord contre les musulmans, parce qu'on a voulu mettre en place une laïcité extrêmement restrictive, alors que moi je dis, revenons aux fondamentaux de la loi sur la laïcité. La laïcité n'est pas la négation de la religion. Regardez le nombre de personnalités qui viennent à la Grande Mosquée de Paris. Les iftars, j'ai reçu Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères en exercice. J'ai reçu le président de la République ici dans Spatio. C'est-à-dire que, elle est où la laïcité? Ce n'est pas étouffer la religion, ce n'est pas de la mettre sous le tapis. Elle existe, elle n'est pas subventionnée par l'État.
aucun culte ne peut être subventionné. Et puis la nomination des imams, des évêques, elle se fait à l'intérieur de la collectivité religieuse. C'est ça aussi la laïcité. J'aimerais qu'on termine par un mot sur la colonisation, monsieur le recteur. Il y a un débat sur la repentance, sur la reconnaissance de la France. Ne pensez-vous pas que la chrétienté également a joué un rôle dans cette colonisation et qu'il pourrait y avoir une double reconnaissance de la responsabilité notamment de la France et de la chrétienté dans la colonisation de l'Algérie? Écoutez, la colonisation a été une abomination vis-à-vis de l'Algérie, on le sait, on l'a dit. La repentance. Est-ce que les Algériens ont demandé la repentance? Est-ce qu'un jour, nous avons demandé à travers tous les chefs d'État algériens qui se sont succédés, pas des moindres, ceux qui, on ne peut pas, je dirais, les suspecter d'avoir une relation avec la France. Président Boumedienne, président Chetli, président Serrouel, tous les chefs d'État qui se sont succédés n'ont jamais La question a demandé. commencé à être posée sous la présidence Bouteflika notamment. Mais pas comme ça, la repentance. Il y avait effectivement des questions, notamment sur l'indemnisation des essais nucléaires dans le sud algérien. On a commencé à évoquer ça. Mais moi, je reviens vraiment à l'expression du président Ouali Boumedienne. Qu'est-ce qu'il disait? Nous tournons la page, mais ne nous la déchirons pas. Et je crois que, vous savez, la fierté du peuple algérien, ce n'est pas simplement les grands mots, etc. C'est dans le quotidien que les Français doivent s'exprimer à l'égard du peuple algérien. Il y a eu, du temps de Sarkozy, rappelez-vous l'ambassadeur qui a été, et là récemment, président de la République, à l'occasion du 14 juillet, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous vous rappelez, vous qui êtes un observateur vigilant? Il a parlé de ce qui s'est passé à Sétif. Donc, il y a des pas qui se sont faits. Il faut qu'on les prenne à leur mesure. Parce que je crois que le peuple algérien, vous savez, je vais vous raconter un truc personnel. Lorsque, à l'indépendance, on est venu appeler mes parents et on leur a montré un café place d'Émir Abdelkader, en leur disant, voilà, c'est en reconnaissance pour le martyr qu'a été votre fils. Mes parents étaient atterrés. C'est-à-dire que la vie de leur fils qu'ils ont donné pour la libération de l'Algérie, ça vaut un café. Combien d'Algériens ont été, je dirais, ont réagi de la sorte? On n'a jamais, aujourd'hui, parce que c'était quelque chose qui était spontané. Moi, je me rappelle, j'étais tout petit, que ma mère donnait ses enfants pour la révolution algérienne, comme toutes les mamans algériennes. Alors que c'était véritablement, vraiment leur sang qui était en train de partir. Ma mère, elle a vu son gosse partir à 20 ans. Donc, je ne crois pas qu'on soit matérialiste en disant, voilà, vous nous avez colonisés pendant 132 ans. La page est tournée. Bien évidemment qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Il faut que, surtout dans nos écoles, on explique ce qui s'est passé, les enfumades, etc. Il y a eu les crânes de Zaïcha, ce que vous parlez tout à l'heure du président Bouteflika, c'est lui qui avait réclamé et obtenu la restitution des crânes de Zaïcha. Mais enfin, vous pouvez peut-être me contredire, on n'a jamais demandé quelque part une repentance, je dirais, une déclaration solennelle. On a voulu des gestes. Le président Tebboune a voulu qu'on lui restitue un certain nombre d'objets de l'émir Abdelkader. Il n'y a pas eu, si vous voulez, de demande. On n'a pas pris une calculette pour dire voilà ce que 1,5 million de Chouhada vaut. Nous sommes un peuple digne, un peuple qui n'accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. Ça, c'est la réalité. Shamseddine Hafez, recteur de la Grande Mosquée de Paris, merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir reçus ici même à Paris, à la Grande Mosquée. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt.